Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à tous d'être présents ce matin pour le premier webinaire dédié donc au crédit d'impôt collaboration recherche. Je me présente, donc je suis Franck Teston, directeur de la recherche partenariale à l'Assat Ouest Valorisation, et je vous présenterai tout à l'heure nos deux interlocutrices qui nous présenteront tout le dispositif. Je remercie donc l'ensemble des personnes présentes ce matin, nous sommes plus de 430 personnes connectées et qui vont se connecter au fur et à mesure. Donc, en préambule, la loi de finances 2021 va instaurer la suppression du doublement des factures des organismes publics dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, le fameux CIR, à compter donc du 1er janvier 2022. Cette décision, consécutive à la mise en conformité du CIR au regard de la réglementation européenne, aurait pu engendrer une baisse importante des CIR liée à la valorisation de la sous-traitance publique. Pourtant, la collaboration publique-privée reste insuffisante en France. Le gouvernement a d'ailleurs fait du renforcement de la recherche partenariale l'un des axes prioritaires pour soutenir la recherche française. Ce renforcement de la recherche française est un levier essentiel pour assurer la compétitivité des entreprises françaises. De nombreux dispositifs sont mis à disposition par le gouvernement afin d'inciter et d'aider les entreprises à développer leur coopération avec la recherche publique. Les SAT Ouest Valorisation, Aquitaine Sciences Transfert, Connectus et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont souhaité organiser ce webinaire pour vous présenter ce tout nouveau dispositif SICO. En effet, la loi de finances a créé le crédit impôt collaboration de recherche, SICO, afin d'inciter les entreprises à engager des travaux de recherche et de développement dans le cadre de la collaboration de recherche avec des établissements de recherche et de diffusion de la connaissance. Ce dispositif prend effet à compter du 1er janvier 2022 et les décrets ont été publiés ce 15 juillet. Je remercie donc le réseau SAT, l'association des instituts Carnot et bien naturellement l'ensemble des partenaires socio-économiques, industriels présents ce jour et également les établissements publics de recherche et les personnels de recherche dans les laboratoires qui sont présents ce matin. Nous allons tout de suite, peut-être un petit point technique. Vous avez en bas à droite de votre écran un onglet questions qui va vous permettre de poser les questions de telle façon que nos interlocutrices vous répondent à la fin de ce webinaire. Et vous pouvez également voter sur les questions qui vous intéressent, puisque comme nous sommes très nombreux, je ne sais pas si nous arriverons à répondre à tous. Donc si vous voyez plusieurs questions qui sont récurrentes, n'hésitez pas à voter et nous retiendrons principalement ces questions. Voilà. Donc je tiens à remercier chaleureusement et vivement Estelle Peltreau, adjointe au chef de service de l'innovation et du transfert de technologie et de l'action régionale, CITAR, au ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche, et Christine Coste, chef du département des politiques d'incitation à la recherche et le développement. Voilà, je leur laisse tout de suite la parole puisqu'elles vont pouvoir vous présenter comment fonctionne le dispositif SICO et comment vous allez pouvoir l'utiliser de façon efficiente. Estelle et Christine, je vous laisse la parole et je vous remercie de cette intervention. Une intervention qui va durer à peu près une demi-heure, à la suite de quoi nous pourrons passer donc aux différentes questions. Merci Franck, bonjour à tous, merci d'être nombreux aujourd'hui. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de rentrer un peu plus dans le détail sur les conditions d'application du SICO. Les décrets ont été publiés tardivement le 15 juillet. La doctrine fiscale, le BOFIP, devait arriver d'ici peu. Alors, d'ici peu, je ne peux pas encore vous donner de date, mais on y travaille activement. Donc, l'idée, c'est de faire un point en amont pour que vous ne soyez pas surpris et que vous puissiez vous préparer au mieux. Petit point de précision concernant tous les éléments que je vais apporter aujourd'hui. Forcément, ils ne sont pas gravés dans le marbre puisque le BOFIP n'est pas paru. Je vous livre l'état actuel de nos réflexions et de nos interprétations. Mais ça ne fait pas preuve, ça peut être susceptible d'être modifié dans le BOFIP. Alors, je voudrais d'abord revenir sur le contexte de création du SICO. Franck en a un petit peu parlé. Effectivement, la loi de finances de 2021 a supprimé le dispositif de doublement d'assiette du CIR pour les dépenses externalisées vers des organismes publics ou assimilés. Pourquoi cette suppression? Alors, ce n'était pas du tout pour faire des économies budgétaires. Simplement, une plainte formelle avait été déposée à la Commission européenne pour distorsion de concurrence. En effet, ce dispositif s'appliquait
aux contrats de sous-traitance, aux dépenses de sous-traitance, qui est une activité économique. Et dès lors, en fait, il y avait une aide indirecte aux organismes publics et assimilés qui ouvraient droit au doublement d'assiette du CIR. Donc, face à cette distorsion de concurrence, en fait, on était sous le coup d'une plainte et possiblement d'une décision négative de la Commission européenne qui aurait eu des conséquences très, très graves, à savoir remboursement des crédits indûment perçus et arrêt brutal, avec donc des conséquences financières élevées tant pour les entreprises que pour les organismes qui ouvraient droit au doublement d'assiette. Donc, la solution, on a essayé d'en trouver, de discuter, d'argumenter avec la Commission européenne et en fait, on a été obligé d'abroger. L'abrogation, on l'a décidé de la mettre en œuvre à partir du 1er janvier 2022 pour laisser un an aux acteurs, c'est le temps aux acteurs de se retourner. À côté de ça, on avait bien, le gouvernement a souhaité maintenir des incitations fiscales pour que les entreprises soient incitées à s'engager dans de la recherche partenariale. Donc, on a travaillé pour trouver un autre dispositif. Donc, ce n'est pas une mesure compensatoire, le SIQO, c'est un dispositif alternatif qui est forcément contraint puisqu'il doit être en conformité avec la réglementation européenne en matière d'État. Donc, loi de finances de 2022, à compter du 1er janvier 2022, on met en place le SIQO. Alors, j'ai parlé des contraintes. Là, on se place résolument dans un cadre d'aide d'État relative aux aides à la RDI. Donc, on a deux grandes contraintes. En fait, il ne faut absolument pas que le SIQO puisse être confondu avec le CIR qui n'est pour l'instant pas considéré comme une aide d'État. Et puis, il faut respecter le règlement général d'exemption par catégorie, RGEC, dans ses dispositions relatives aux aides à la RDI. Donc, le résultat, c'est le SIQO. Donc là, c'est une définition un peu simplifiée que vous voyez apparaître à l'écran qui va servir un petit peu de fil rouge à ma présentation. Qu'est-ce que c'est que le SIQO? C'est un crédit d'impôt au titre des dépenses facturées par un ORDC pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique dans le cadre d'un contrat de collaboration effective de recherche conclu à compter du 1er janvier 2022. Il n'y a pas tout dans cette définition, mais il y a beaucoup de choses et chaque mot est important. Donc, l'idée, ça va être de revenir un petit peu sur chaque expression de cette phrase. Un petit point aussi concernant le taux du SIQO, donc toujours les contraintes du RGEC. Donc, en fait, le taux du SIQO a été fixé au regard des intensités d'aide maximales qui sont autorisées par la réglementation européenne. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez en haut la définition simplifiée. Donc, on parle de crédit d'impôt au titre des dépenses facturées par un ORDC. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un ORDC, un organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Donc, on se place vraiment dans le cadre du droit européen. En droit, on distingue deux grandes catégories d'entités, des entreprises ou des ORDC. Donc là, je ne vais pas rappeler la définition de l'ORDC, je vais peut-être vous épargner la lecture extensive de ce qui est écrit dans le RGEC, mais en gros, ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a trois grands critères d'éligibilité. En fait, c'est une entité qui doit exercer des activités de R&D, exercer ses activités de manière indépendante et exercer peu ou pas d'activité économique. Le peu étant apprécié par le fait que le ratio des coûts relatifs aux activités économiques, des activités économiques rapportées au coût total doit être inférieur à 20%. Donc, voilà, on a posé le cadre. Il faut s'assurer que les organismes qui ouvrent droit au SIQO respectent bien ces trois critères. Donc, il faut nécessairement un agrément au titre du SIQO pour qu'une entreprise puisse bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc ça, c'est un agrément qui est délivré par le MESR. Les principes de l'agrément ont été publiés en juillet, il me semble. Donc la procédure d'agrément, je vous ai mis le lien HTML. J'imagine que vous êtes nombreux à avoir déjà regardé, en tout cas je l'espère. Il y a trois grands documents à fournir. D'abord, un formulaire de demande d'agrément. Donc ça, c'est quelque chose de très simple, c'est à remplir en ligne. Ensuite, il faut montrer qu'on dispose d'un agrément CIR valide.
Pourquoi un agrément CIR? Ça nous permet de vérifier que l'entité exerce bien des activités de R&D. Et puis ensuite, il nous faut vérifier que l'entité exerce ses activités de manière indépendante et a peu ou pas d'activité économique. Donc là, c'est pour ça qu'il faut remplir un formulaire de qualification en tant qu'ORDC. En fait, il faut qu'on s'assure que ces deux autres critères sont bien remplis. Alors, il y a différents cas, en fait. Il y a le cas des EPST, EPSCP et autres EPA en France, qui sont donc des structures publiques avec des missions reconnues de recherche pour la plupart du temps. Pour celles-ci, il y a un formulaire simplifié. Pour toutes les autres entités, donc si vous ne rentrez pas dans une de ces catégories juridiques-là, pour toutes les autres entités, il faut soit remplir un formulaire général, soit montrer que vous avez été depuis moins d'un an qualifié d'ORDC et comment on peut le montrer, notamment si vous avez reçu des financements au titre d'un projet ANR, vous avez dû remplir une déclaration relative aux activités économiques d'un projet ANR. Et donc, ce formulaire déclaration relative aux activités économiques d'un projet ANR, en fait, c'est exactement la même chose que notre formulaire MESR de formulaire de qualification en tant qu'ORDC. Donc, si l'ANR a étudié votre situation et a décidé que, et pour calculer votre taux d'aide, a décidé que vous remplissiez les critères pour être ORDC, à ce moment-là, vous pouvez obtenir une attestation auprès de l'ANR et vous n'avez pas à remplir de nouveau ce formulaire général. Sur le process, en fait, c'est le MESR qui délivre les agréments. On s'appuie néanmoins sur l'ANR pour l'analyse des formulaires généraux de qualification en tant qu'ORDC parce que la compétence est chez eux et qu'ils ont l'habitude justement, dans le cadre des déclarations relatives aux activités économiques d'un projet ANR, de faire cette analyse. Alors, pour l'année 2022, la demande peut être déposée jusqu'au 30 septembre 2022. Donc là, vous avez encore une semaine pour déposer votre demande. Donc après, on va l'analyser. Vous serez agréé ou pas. Et si vous êtes agréé au titre du SICO, l'agrément prend effet au 1er janvier 2022. Pour les années suivantes, la demande devra être déposée. Alors, la première demande devra être déposée avant le 31 mars et les demandes de renouvellement avant la fin de validité de l'année concernée. Donc, sur la durée de validité de l'agrément, c'est 3 ans. Modulo le fait que votre agrément CIR peut arriver à échéance dans la fenêtre des 3 ans. Donc, en gros, c'est 3 ans ou la durée restant à courir avant la fin de la validité de l'agrément CIR parce qu'il faut qu'on s'assure en permanence que les trois grands critères pour être qualifié d'ORDC sont respectés. Alors, concernant l'agrément, un petit focus sur les structures de valorisation. D'abord, un rappel sur le cadre légal, sur l'article L112.1 du Code de la recherche. Donc, il y a certains organismes de recherche qui peuvent confier par convention approuvée par l'autorité de tutelle la réalisation de prestations de services, la gestion des contrats de recherche, l'exploitation des brevets et licences et la commercialisation des produits issus de leur activité de recherche à des entités de droit privé, ce qu'on va appeler les filiales de valorisation. Donc, ça s'est défini notamment pour les EPST, les établissements publics d'enseignement supérieur, soit dans le Code de la recherche, soit dans le Code de l'éducation. Donc, on a des structures, des filiales de valorisation qui agissent au nom de certains organismes de recherche, notamment s'agissant de la gestion des contrats de recherche. Donc, comment ces entités se positionnent vis-à-vis de l'agrément SICO? En fait, il faut distinguer 2 grands cas. Dans le premier cas, la structure agit pour le compte de l'établissement public, c'est-à-dire qu'elle agit vraiment dans le cadre légal que je viens de rappeler, en tant que filiale de valorisation. Dans ce cas-là, en fait, c'est juste une interface, la filiale, entre l'organisme et l'entreprise. Dans ce cas-là, seul l'établissement public doit être agréé au titre du SICO. La filiale de valorisation va pouvoir négocier et signer le contrat de collaboration pour le compte de l'établissement. Ça, c'est c'est juste l'interface. Ce qu'on est en train de regarder, c'est comment prendre en compte les dépenses facturées à l'entreprise par la filiale de valorisation pour que c'est les dépenses qui sont facturées par la filiale, par intermédiaire, qui agit pour le compte de l'ORDC, je rappelle, puissent bien ouvrir droit au SICO. Donc,
j'ai mis en cours d'expertise parce qu'il faut qu'en fait, on affine un petit peu, notamment s'agissant d'éventuelles dépenses de R&D que peut avoir cette filiale de valorisation. Pour toutes les autres dépenses, en fait, si on parle de frais de gestion, c'est intégré, il n'y aura pas de souci. Pour ce qui est des dépenses de R&D, il faut être un peu plus précautionneux, au sens où il faut vraiment s'assurer que ces dépenses de R&D sont réalisées pour le compte de l'ORDC. Donc, notamment par des chercheurs qui sont présents dans des unités, dans les labos de recherche de l'ORDC que la filiale représente. Donc, voilà, je vous dis vers où on veut aller, mais pour l'instant, ce n'est pas encore complètement ficelé. Donc, ça, premier cas, filiale de Valo. Deuxième cas, en fait, il y a des cas où la structure de valorisation, en fait, a elle-même des moyens de R&D en propre et une propre stratégie de recherche. Donc là, elle agit pour son compte propre. Donc, elle n'agit plus pour le nom de l'ORDC et dans ce cas-là, effectivement, il faudra demander un agrément, il faudra être agréé SICO. Donc, comment faire la demande ? Je renvoie à ce que j'ai exposé tout à l'heure. Donc, il faut faire une demande d'agrément. Ces filiales-là relèvent des autres entités. Ce ne sont ni des EPST, ni des EPSCP, ni des EPA. Elles doivent avoir un agrément CIR valide, c'est-à-dire un agrément en propre pour les dépenses de R&D, les travaux de R&D qu'elles exécutent en propre, pas en tant que filiale de valorisation. Et elles doivent aussi remplir un formulaire général de qualification en tant que RDC au titre, attention, des travaux de recherche qu'elles mènent en propre. Donc, ça veut dire qu'une filiale de Valo qui se retrouve dans cette situation-là, quand elle remplit le formulaire général, elle ne répond que pour ses propres dépenses de R&D, ses propres coûts, et non pas en intégrant les éléments liés à l'ORDC avec lequel elle est liée. Alors, je continue à dérouler. Donc, toujours ma petite définition. On parle de dépenses facturées par un ORDC pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique. Opérations de recherche scientifique et technique, qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, on entend la même chose que pour le crédit d'impôt recherche, le CIR. Donc, les dépenses engagées, elles doivent être afférentes à de véritables opérations de R&D nettement individualisées. Donc, qu'est-ce que c'est que des véritables opérations de R&D ? Donc là, je vous renvoie au BOFIP sur le CIR. En fait, c'est des opérations qui respectent 5 critères de base qui ont été définis par le manuel de Frascati, à savoir la nouveauté, créativité, incertitude, systématisation, transférabilité et ou reproductibilité. Autre opération éligible, ça depuis récemment, ce type d'opérations ont été introduites. Donc, les dépenses afférentes aux travaux scientifiques et techniques qui ne constituent pas en tant que telles des opérations de R&D, mais qui sont indispensables à la réalisation des opérations éligibles. Alors, attention, ce n'est pas n'importe quelle activité scientifique et technique. Elles doivent participer à la création de connaissances et elles doivent être réalisées par des personnels de recherche. Là, je vous renvoie aussi à la doctrine fiscale sur le CIR parce que c'est la même chose. On est calé sur la même chose. Maintenant, passons au gros morceau des dépenses facturées par un ORDC. Alors, il faut rappeler qu'on est dans un cadre d'aide d'État compatibles, puisqu'elles s'inscrivent dans le RGEC, mais quand même d'aide d'État. Et dans les critères de compatibilité de ces aides, il y a notamment le fait qu'elles doivent porter sur des dépenses qui sont reconnues comme ouvrant droit à une aide. Donc, en fait, les dépenses qui peuvent être retenues dans l'assiette du SICO doivent correspondre à des coûts admissibles. Alors, c'est quoi les coûts admissibles ? Là, j'ai listé brièvement, en fait, c'est l'ensemble des coûts qui concourent à l'opération de recherche, donc les frais des personnels, coûts des instruments et du matériel, coûts des bâtiments et des terrains, prestations de services, droits de pays, les frais généraux. Tout ça, en fait, c'est dépenses uniquement celles liées au projet. Il ne s'agit pas de passer l'ensemble des dépenses, typiquement coût des bâtiments et des terrains, ce n'est pas l'achat d'un nouveau bâtiment, c'est l'amortissement lié pour la durée du projet. Donc, ensuite, il est écrit dans le CGI que les travaux réalisés par l'ORDC doivent être facturés à leur coût de revient, minorés de l'aide publique. En fait, on doit déduire une quote-part de l'aide publique pour l'aide publique reçue au titre des travaux engagés. Donc, sur le coût de revient, en fait, ça va être
l'ensemble des coûts admissibles supportés pour la réalisation des travaux de R&D que l'ORDC souhaite facturer à l'entreprise sans marge commerciale. Donc, la facture doit être détaillée, elle doit correspondre à des coûts et aucune marge ne doit être appliquée. C'est ça vraiment qu'il faut avoir en tête. Et ce qu'il y a à déduire, c'est l'aide publique qui va être reçue spécifiquement au titre des projets de recherche, des travaux qui vont ouvrir droit au SICO. Autre terme important dans notre définition SICO, le crédit d'impôt est ouvert aux dépenses facturées par un ORDC dans le cadre d'une collaboration effective de recherche. Donc ça, c'est un point vraiment central et c'est un point très contraignant. En fait, là-dessus, on est obligé vraiment de rester dans les clous de la réglementation européenne. Alors, c'est quoi déjà un contrat de collaboration de recherche? Donc, c'est un contrat qui permet d'exposer un objectif défini en commun, une répartition du travail, un partage des risques financiers, technologiques, scientifiques et un partage des résultats. Donc, un contrat de prestation de services de recherche n'est pas un contrat de collaboration de recherche. Il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, le point majeur, c'est objectif commun, on se répartit les tâches et on partage les risques et les résultats. Autre spécificité pour le SICO, il faut que cette collaboration puisse être qualifiée d'effective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une collaboration effective? Ce sont 2 points. D'abord, l'ORDC doit supporter au moins 10% des coûts admissibles. Alors, comment ce ratio est calculé? En fait, on regarde ce que l'ORDC supporte en propre et on le rapporte à l'ensemble des coûts admissibles du projet, c'est-à-dire ce qu'apporte l'entreprise, ce qu'apporte l'ORDC et la facture de l'ORDC à l'entreprise. Et on regarde ce ratio et il faut qu'il soit supérieur à 10%. Deuxième condition pour que la collaboration soit qualifiée d'effective, il faut que l'ORDC ait le droit de publier les résultats de ses propres recherches. Attention, c'est un droit de publier, ce n'est pas une obligation, c'est simplement pour dire que pour les résultats qui sont propres à l'ORDC, c'est lui qui définit sa stratégie de valorisation. Il peut publier, mais il peut aussi mettre au secret ou protéger par un titre de pays. Donc ça peut faire l'objet d'un échange avec l'entreprise, mais l'entreprise ne peut pas contraindre l'ORDC sur sa stratégie de valorisation de ses propres résultats. Je repars de la définition. Donc, contrat de collaboration effective de recherche conclu à partir du 1er janvier 2022. Je redis encore une fois, aide d'État, pour qu'elle soit recevable, il faut montrer qu'elle a un effet incitatif, c'est-à-dire que suite à la mise du SICO, et on espère vraiment, de nouvelles collaborations vont se créer. Donc, conclusion, le SICO ne peut pas s'appliquer au contrat qui aurait été conclu avant qu'il soit mis en œuvre. Donc, on a bien conscience que dans la vie d'une entreprise et d'un labo qui collaborent, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. On n'a pas... Je signe un contrat, je démarre les travaux uniquement après signature de contrat, etc. Donc, en fait, on va préciser dans la doctrine fiscale les types de contrats qui vont pouvoir être éligibles. En fait, il faut s'assurer quand même que l'entrée en vigueur du contrat elle est postérieure au 1er janvier 2022, que les travaux ils sont réalisés à partir du 1er janvier 2022, en tout cas les travaux qui ouvrent droit au SICO, et que ces travaux peuvent être considérés comme nouveaux. On va aussi préciser les possibilités au regard des contrats d'application d'un accord cadre ou d'un accord pluriannuel. En fait, le point essentiel, c'est qu'il va falloir montrer qu'il y avait un engagement ferme et définitif à mener les travaux avant qu'ils soient effectivement mis en œuvre. Alors, deux petits schémas pour illustrer ces phrases qui peuvent paraître un peu indigestes. Donc là, on se place dans le cadre où il y avait un contrat de collaboration préexistant qui avait été signé, mis en œuvre au 30 juin 2021. Et puis voilà, dans le cadre de ce contrat, l'entreprise et l'ORDC décident de mener des nouveaux travaux de R&D. Et donc,
il y a la signature d'un avenant, là j'ai mis au 1er janvier, donc à partir du 1er janvier. Donc, cet avenant, même s'il y a eu un contrat antérieur, c'est l'avenant qui va déterminer la date de signature du contrat. Et en fait, tous les travaux qui seront réalisés après la signature de l'avenant pourront être éligibles au SICO. Attention, sur l'avenant, il faut pouvoir expliciter clairement que les travaux engagés postérieurement à l'avenant sont bien des travaux nouveaux, ce qui implique notamment qu'ils ne soient pas mentionnés dans le contrat de collaboration initial. Autre exemple, là, on est dans le cadre de la signature d'un accord cadre, donc signé au 30 juin 2020, qui permet notamment de cadrer les conditions de partage de l'API et des résultats. Et en fait, dans le cadre de ce contrat, il y a des travaux potentiellement qui peuvent donner lieu, qui peuvent ouvrir droit au SICO. Ce qu'il va falloir distinguer, c'est à la fois la date de signature du contrat d'application et quand est-ce qu'on a eu un engagement ferme et définitif à mener les travaux. Donc, dans l'accord cadre, on n'a forcément pas un engagement ferme et définitif à mener les travaux qui seront décidés à une date ultérieure. Donc, il faut pouvoir montrer que cet engagement est apporté à un moment ou à un autre. Donc, si cet engagement est montré et que le contrat d'application est signé après et que ce contrat a un effet rétroactif à la date d'engagement, alors l'ensemble des dépenses et des travaux réalisés après l'engagement vont être éligibles au SICO. Donc, vous voyez, là, on autorise le fait que des travaux éligibles avant la date de signature du contrat d'application, voilà, les travaux engagés avant la date de signature du contrat d'application soient éligibles. Mais par contre, il y a nécessité absolue de faire la preuve de cet engagement ferme et définitif à mener les travaux, et avec des précisions notamment sur les termes de la recherche effectuée en commun. Je passe maintenant au calcul du crédit d'impôt. Donc, il a été fait le choix de mettre le même taux pour toutes les catégories de travaux de R&D, que ce soit de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée ou du développement expérimental, dans un objectif de lisibilité du dispositif, notamment pour les PME. Et les taux qui ont été fixés, en fait, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire, puisqu'on est contraint par les intensités d'aide maximales qui sont autorisées par les aides d'État à la RDI. Donc, on a un taux dès lors de 40% pour les grandes entreprises, les ETI, et de 50%, taux plus élevé pour les PME. Sur l'assiette, donc les dépenses, l'assiette, elle est constituée des dépenses qui sont facturées par les ORDC dans le cadre d'une collaboration effective de recherche, portant sur des travaux directement réalisés par eux ou par des ORDC de second rang agréés. Concrètement, ça veut dire que si dans la facture que l'ORDC a présentée à l'entreprise, l'ORDC a fait elle-même appel à une sous-traitance vers une entreprise, elle peut en fait introduire cette sous-traitance dans la facture, mais cette sous-traitance de l'ORDC vers une entreprise ne fait pas partie n'entre pas dans les dépenses de l'assiette du SICO. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que les dépenses de l'entreprise, qu'elles soient internes ou externalisées à un tiers, n'entrent pas dans l'assiette du SICO. Ces dépenses-là pourront être éligibles au CIR si elles en respectent toutes les conditions d'éligibilité. Autre point important pour calculer l'assiette du SICO, les aides publiques reçues par l'entreprise au titre du projet vont être en partie déduites des dépenses éligibles. Et bien entendu, les dépenses déclarées au CIR ne peuvent pas être déclarées au SICO. En fait, ce sont deux dispositifs séparés, il n'y a pas de cumul possible. Et on a une assiette plafonnée à 6 millions d'euros par an et par entreprise. Alors, tout ça est très indigeste, j'en ai bien conscience, donc je vais essayer de présenter des exemples pour visualiser un petit peu mieux. Alors, je vais raisonner pas à pas. Donc, on a un projet de recherche collaborative et là, on va chercher à savoir ce que va pouvoir facturer l'ORDC à l'entreprise. Donc, on a bien une entreprise qui s'engage sur des travaux de R&D. Par exemple, elle mène pour 340 de travaux en interne
Il y a 60 de travaux qui sont sous-traités à un tiers agréé CIR. Donc, en fait, là, c'est des coûts admissibles. On dit qu'elle a pour 400 de coûts admissibles au projet. Maintenant, on va regarder du côté de l'ORDC. C'est pareil, il réalise des travaux en interne pour 900. Il va sous-traiter une partie à une entreprise pour 50. Et puis, il va sous-traiter aussi une partie à un ORDC agréé. Au total, les coûts admissibles de l'ORDC s'élèvent à 1100. Donc, le total de mes coûts admissibles au projet, c'est 1500. Première chose que je regarde, c'est jusqu'où est-ce que l'ORDC va pouvoir facturer. Le cadre nous dit que l'ORDC doit supporter au moins 10% des coûts du projet. Donc, on a un coût total du projet de 1500. Donc, ça veut dire que le coût minimum supporté par l'ORDC, c'est 150. Et donc, sa facturation maximale, compte tenu des coûts admissibles au projet, c'est 950. Attention, maintenant, on est dans un cas là où l'ORDC a reçu une aide publique au titre du projet qui s'élève à 200. Donc, cette aide publique doit être déduite de la facture qu'elle présente à l'entreprise. Donc, si on regarde les coûts admissibles au projet, 1100 moins 200, on a la flèche bleue, la flèche rouge, on a une facture de l'ORDC à 900 et on peut vérifier que cette facture est bien inférieure à la facturation maximale de l'ORDC. Si par exemple on avait eu une aide publique de 100, l'ORDC se serait dit au départ je peux me facturer jusqu'à 1000 moins 100, mais non, en fait il y a la condition des 10% qui s'applique, donc la facturation max elle est de 950. Maintenant, un exemple, je repars à peu près de la même structure d'exemple pour voir le calcul des assiettes SICO et à la fois CIR. Donc, on a 900 qui a été facturé à l'ORDC, de l'ORDC à l'entreprise sur les travaux que l'ORDC a réalisés. Et on cherche à savoir combien l'entreprise va pouvoir déclarer à la fois au SICO et au CIR. Alors, l'entreprise, là, c'est l'ensemble de ses coûts qui sont récapitulés. Comme tout à l'heure, on a des dépenses internes, des travaux sous-traités à un tiers agréé CIR. Et puis, elle a payé 900 de factures, mais attention, sur ces 900 de factures qu'elle a payées, il y avait des dépenses qui étaient sous-traitées par l'ORDC à une entreprise. Donc, en fait, les dépenses sous-traitées à une entreprise par l'ORDC, elles ne sont pas éligibles au SICO. Donc, c'est quoi finalement l'assiette de base du SICO? C'est la facture de l'ORDC moins tout ce qui n'est pas admissible, notamment les travaux sous-traités à une entreprise. Et après, tout le reste peut entrer dans l'assiette CIR si ça respecte, toutes choses égales par ailleurs, les conditions. Donc, on voit que sur les coûts totaux de l'entreprise, on a 65% qui relèvent de dépenses qui entrent dans l'assiette du SICO et 35% qui relèvent de dépenses qui entrent dans l'assiette du CIR. Là où il faut faire attention, c'est qu'on va se placer dans le cas où l'entreprise a reçu une aide spécifique au titre du projet de recherche collaborative. Et donc, il faut qu'elle déduise la part de l'aide publique qui relève de chacun des types de dépenses. Donc là, on a vu que ces coûts, c'était à 65% éligibles au SICO, 35% au CIR. Donc, en fait, on calcule la quote-part d'aide publique qui doit être déduite de l'assiette du SICO en appliquant ces ratios. Donc là, sur une aide de 50, ça fait 33 d'aides publiques au titre du SICO qui doit être déduite et 17 au titre du CIR. Donc, au final, si je refais le raisonnement pour le SICO, donc l'assiette initiale, c'est 850. On doit enlever la quote-part d'aide publique. Donc, l'assiette SICO, elle s'élève à 817. L'assiette du CIR, c'est 50 plus 340 plus 60, auquel je retranche la quote-part d'aide publique reçue au titre des dépenses qui entrent dans l'assiette du CIR. Et donc, ma assiette CIR, c'est 433. Voilà une illustration du cas général. Alors, juste pour finir, deux petites diapos pour revisualiser un petit peu l'articulation entre le CIR et le SICO. Au départ, on a des opérations, des activités de R&D, donc ça, c'est un point commun. Après, il faut distinguer au sein de ces activités de R&D celles qui relèvent de la sous-traitance et c'est celles qui relèvent de la collaboration de recherche. Et après, le tiers,
le sous-traitant ou le partenaire vers qui ces dépenses sont externalisées. Quand on est dans un cas de sous-traitance, en fait, les dépenses seront uniquement éligibles au CIR, que le tiers soit une entreprise ou un ORDC. Quand on est dans le cadre d'une collaboration de recherche, eh bien, si le tiers est un ORDC, on a des dépenses éligibles au SICO et également au CIR. Et si le tiers est une entreprise, on a uniquement une éligibilité au CIR. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est l'application du SICO, c'est uniquement collaboration de recherche avec ORDC. Et comme vous l'avez vu dans l'exemple précédent, dans le cadre d'une collaboration de recherche, il peut y avoir de travaux de recherche réalisés en commun, une partie déclarée au SICO, une partie déclarée au CIR, mais bien sûr, aucun chevauchement entre ces deux dépenses. Dernier petit point, donc sur l'articulation CIR-SICO, un rappel des différents paramètres. Sur les plafonds SICO, on a donc une assiette, une max de 6 millions d'euros par an et par entreprise. Pour le CIR, on va avoir l'ensemble des dépenses déclarées, externalisées, qui sont retenues dans la limite de 3 fois les dépenses internes et de 10 millions d'euros. Et toujours la spécificité avec un plafond spécifique pour les dépenses déclarées vers des sous-traitants ou des partenaires avec lesquels l'entreprise a un lien de dépendance. Sur les taux, donc si on est à 30% pour la fraction des dépenses de R&D inférieure à 100 millions d'euros, 5% au-delà, avec une spécificité, un taux relevé pour les départements d'outre-mer, et avec un point d'attention sur le fait que la détermination du seuil de 100 millions d'euros est faite en intégrant les dépenses déclarées au SICO. SICO, eh bien, on est sur un taux à 50% pour les PME, 40% pour les ETI et les grandes entreprises. Alors, voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Je vous précise dès à présent qu'un autre webinaire va être organisé par le MESR avec le réseau Curie. Je pense que les annonces n'ont pas encore été faites, mais normalement, la date est fixée au 6 octobre de 9h à 11h pour pouvoir justement continuer les échanges et répondre à vos questions. Entre-temps, on aura encore travaillé et donc on aura affiné nos réponses. Donc, je suis disponible avec Christine Coste pour répondre à vos interrogations. Je vous remercie. Merci beaucoup Estelle. Ce que je vous propose à tous, c'est donc vous avez l'onglet questions. Vous avez vu en fait, vous avez déjà un certain nombre de questions qui sont posées. Vous pouvez voter. Je commence peut-être donc par la première question. Donc, pour qu'une UMR soit ORDC agrémentée SICO, suffit-il ou faut-il que toutes ces tutelles aient l'agrément? Je rappelle bien ici, peut-être pour repréciser la question, une UMR n'a pas en fait de personnalité morale, donc en fait une UMR est représentée par ses tutelles et donc en fait qui peut être soit un organisme de recherche ou des universités ou des écoles d'ingénieurs. Voilà, donc comment se passe, qui est concerné par l'ORDC quand un industriel va signer en fait un contrat? Alors, en fait, je me lance, ça va dépendre avec qui l'industriel signe le contrat. Voilà. S'il ne signe qu'avec une seule des tutelles de l'UMR, donc c'est uniquement cette tutelle qui doit être agréée au RDC, s'il le signe avec les deux tutelles doivent être agréées. Donc, en fait, ce qui fait foi, ce qui décide, c'est le contrat de collaboration de recherche qui est signé entre l'entreprise et des entités publiques. D'accord, merci beaucoup Estelle. En effet, ce que je pensais, c'est bien les entités qui vont… Je vais compléter. Ah, pardon Christine. Oui, Christine. Oui, je voudrais juste compléter. De toute manière, on ne va agréer que les sièges des organismes de recherche et d'universités et de structures qui hébergent des labos, et on n'agréera pas les laboratoires eux-mêmes. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment les entités, en fait, personnalité morale. Une autre question, donc posée par… pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Posée par Caroline Brecht, donc de la SAT Connectus. Traditionnellement, donc les prestations des ORDC sont facturées au coût complet et les collaborations sont facturées, on va dire, au coût marginal avec une contrepartie en termes de pays. Pour ouvrir droit au SICO, la collaboration doit-elle être facturée au coût complet plus la copropriété des résultats? Donc, en fait, c'est
je pense, la question pour préciser, c'est on parle en fait de prix de revient et nous, on a souvent en fait l'habitude de parler en fait de coût complet, donc d'afficher dans nos contrats de R&D en fait le coût complet aux industriels et puis après, il y a le coût marginal et le prix de vente. Donc quand on entend en fait prix de revient et en particulier, je pense, sur le fameux 10% et 90%, qu'est-ce que veut dire en fait le prix de revient? Je pense que c'est surtout ça par rapport en fait au prix de vente. Alors, juste, j'ai du mal je vais essayer de répondre, mais j'ai du mal à comprendre facturation en intégrant la copropriété des résultats. Le partage des résultats, c'est une des conditions au contrat, mais c'est pas intégré dans la facture de la RDC. Donc ça me trouble un peu, donc je suis pas sûre de pouvoir répondre exactement. Sur le prix de revient, c'est une notion sur laquelle on travaille encore. En fait, l'idée, c'est que la facture de l'ORDC doit être adossée à des coûts admissibles pour l'opération. Donc, en fait, ce n'est pas une facture avec un forfait comme ça, où l'ORDC a estimé l'ensemble de ses coûts et dit à l'entreprise, vous allez en prendre, je ne sais pas moi, 20, 30, 40, 50%. En fait, il faut mettre en regard de la facture de l'ORDC des opérations qui sont spécifiquement réalisées en commun pour l'entreprise dans le cadre de la collaboration. Là où on a un trouble actuellement, c'est qu'effectivement, si on doit dire que le prix de revient, ou le coût de revient, c'est l'intégralité des coûts complets, en fait, il n'y a plus grand-chose qui reste du côté de l'ORDC en propre. Et ça, c'est problématique parce que ce n'est pas dans l'esprit du tout des textes, puisqu'on dit que l'ORDC doit supporter au moins 10% des coûts, mais on ne dit pas que c'est 10%, cette somme, ce montant est fixé. Donc, elle peut en réaliser plus. Donc, on a encore des efforts de clarification à faire là-dessus. Je ne peux pas vous répondre exactement maintenant sur ce qui sera pris en compte, mais en gros, on a bien en tête cette problématique sur le fait qu'on ne peut pas obliger à facturer entièrement au coût complet, mais cette possibilité aux ERDC. Ce qu'il faut, c'est que la facture porte sur des opérations et que des coûts soient mis en regard et que ces coûts soient admissibles au sens de la réglementation européenne. D'accord. Peut-être donc je prends une autre question, parce qu'en effet, nous avons beaucoup de questions. Une autre question, donc en effet, sur la question des filiales. Lorsque la filiale agit pour le compte de l'ORDC et en son nom propre, car elle dispose des personnels de recherche et de matériel directement appliqués dans les travaux de recherche, doit-elle agréer SICO et le contrat sera-t-il éligible? En effet, puisque en fait, dans les deux cas que tu présentais, Estelle, il y avait le cas 1 et le cas 2 en fait, sur la question des filiales. Mais en effet, certaines filiales peuvent contribuer aussi avec des propres personnels et des propres matériels en complément en fait, de l'établissement de l'ERDC. Alors, toute la question va être de savoir si elle apporte ses personnels et ce matériel pour le compte de l'ORDC ou en son nom propre. Et c'est là où c'est pour ça que sur la diapo était indiqué en cours d'expertise, parce que c'est bien ce cas-là qui nous préoccupe. D'accord. En fait, si le projet de recherche n'a pas été décidé par la filiale, il est porté par l'ORDC, qu'elle n'agit uniquement que dans le cadre de sa relation avec la filiale, on va essayer de faire en sorte que ces coûts-là puissent être pris en compte. On n'a pas de certitude encore. D'accord. Mais voilà, en fait, il faut voir quelle est sa marge de manœuvre. Est-ce qu'elle est autonome, en fait, ou est-ce qu'elle agit uniquement pour le compte de l'ORDC, même si elle apporte des propres moyens? Le minimum, ça va être que, concernant les personnels, ils soient affectés dans des unités qui relèvent de l'ORDC. C'est pour montrer justement que tout est fait dans cette relation entre la filiale et l'ORDC. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous assurer que ce type de dépense puisse être prise en compte si la filiale n'est pas agréée. Si la filiale est agréée, alors effectivement, là, il n'y a plus aucun souci. On aura potentiellement un contrat tripartite entre l'établissement public, la filiale, l'entreprise. Chacun apportera ses coûts, ses dépenses. Mais là, il faut un agrément. D'accord, ok. Alors, juste une petite question, mais que je trouve intéressante. La liste des agréments SICO sera-t-il disponible publiquement? Je comprends la question en disant, est-ce qu'il y aura officiellement, en fait, je ne sais pas, sur le site du ministère, la liste en fait, de tous les établissements qui seront agréés SICO ou pas? Vas-y, Christine. Je vais répondre à cette petite question, elle est très bien pour moi.
Oui, comme de la même manière qu'on publie les agréments pour le CIR, on va publier, et ça devrait être fait d'ici la fin du mois, les agréments qui ont été octroyés pour le SICO. Donc, vous le trouverez D'accord. sur le site du ministère dans l'Open Data. Génial, génial, génial. Je pense qu'en fait, c'est un vrai sujet. Sinon, en fait, se poser la question, est-ce qu'il va falloir fournir pour chaque contrat? Mais c'est vrai que si c'est public, ça permettra à la fois de rassurer les industriels et de pouvoir, en fait, leur communiquer systématiquement l'habilitation au fur et à mesure. Alors, je prends d'autres questions. Alors, j'essaye de regarder parmi toutes les questions, parmi les votes. Une question aussi. L'ORDC doit supporter au moins 10% des dépenses de recherche prévues au contrat donc, de recherche. Qu'est-ce que vous voulez entendre par supporter? J'imagine, en fait, c'est prendre en charge en fait, lui-même ses coûts. On est bien d'accord? C'est ça, oui. Voilà, petite Ça veut question. dire qu'il ne peut pas facturer l'ensemble de ses coûts à l'entreprise. On n'est pas dans une situation de prestation de recherche. Donc, il ne peut pas tout facturer. Et on est dans une collaboration de recherche où il y a un partage des tâches et un partage des coûts. Donc, il faut s'assurer qu'une partie des coûts de l'opération de recherche est bien supportée à la fois une partie par l'ORDC, une partie par l'entreprise. D'accord. J'ai une question sur... pouvez-vous revenir sur la définition des activités non économiques et économiques retenues pour le ratio des 20% pour la reconnaissance ORDC? Ou alors là, c'est très, très technique. Pardon, Estelle. Non, mais en fait, il faut. Ces activités, elles sont toutes explicitées dans le formulaire. Donc, là, je suis désolée, mais en fait, si vous ouvrez le formulaire de déclaration, vous aurez à la fois les activités, la définition des activités économiques et non économiques. Donc là, je vous renvoie dessus. Si vous avez des questions sur ce sujet, je vous invite à contacter l'ANR qui est en charge notamment de la détermination du fameux ratio de 20%. D'accord. Ok. Alors, une question, alors je la pose, puisqu'en fait, elle retient beaucoup de suffrages. C'est comment s'articule, alors j'allais dire, le dispositif CIFRE ANRT, qui est une subvention dans le cadre en fait d'une thèse CIFRE, et le SICO. Et l'entreprise peut-elle cumuler les deux? Christine, je te laisse la main Oui, je peux commencer. Ça va se passer. C'est un peu ce qui se passe aussi au Crédit Impôt Recherche, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déclarer au SICO la partie des frais engagés pour le CIFRE qui ne sont pas déjà couverts par une aide publique. C'est le schéma qui a été présenté par Estelle tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui a déjà été couvert par une aide publique ne peut pas être couvert, mais tout ce qui est engagé propre, je pense par exemple à l'environnement de la CIFRE au sein du laboratoire, ça c'est pas couvert et donc du coup ça sera déclarable dans l'assiette du SICO. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais donc on peut intégrer et ça sera l'objet en fait. Peut-être le cas le plus général en fait des SICO qu'on va rencontrer, ça va être des contrats de collaboration de CIFRE. C'est bien évidemment cumulable. C'est-à-dire c'est le premier exemple qui nous vient à l'esprit quand on pense au SICO, ce sera le contrat de collaboration pour le CIFRE. Oui, tout à fait. Merci Christine de cette précision. J'essaye de regarder parce qu'il y a des questions sur une petite question. Alors une petite question aussi, c'est est-ce que le salaire des fonctionnaires est considéré comme une aide publique? Alors non, si c'est une aide publique, c'est une aide publique dans le cas général, mais c'est une subvention publique. Mais dans ce cadre-là, dans le cadre du SICO, en fait, ce qui doit être tranché, c'est l'aide publique spécifiquement reçue au titre du projet. Et non pas en fait la subvention pour charge de service public. Oui, tout à fait. Alors, une question intéressante, je pense qu'au regard un peu du timing, les règles de mise en œuvre ayant été émises tardivement, ne craignez-vous pas que l'année 2022 soit une année blanche? Je pense que... Alors, on espère vraiment que ce ne sera pas une année blanche. Parce que c'est aussi pour ça qu'on organise ce webinaire en amont du BOFIP,
C'est pas très très confortable pour nous parce que en fait on peut, et pour vous non plus parce qu'on peut pas apporter toujours des réponses définitives. Après, les entreprises et les établissements ont été quand même prévenus de longue date sur la mise en place du SICO, que cette règle de l'antériorité de la signature de la convention, elle est connue depuis longtemps. Donc, soit cette règle pose problème dans l'absolu, mais je ne suis pas sûre que ce soit spécifiquement un problème pour l'année 2022. D'accord. Après, j'espère vraiment que ce ne sera pas un problème. Sachant que vous avez la possibilité notamment d'apporter éventuellement un engagement. Le petit schéma montré tout à l'heure sur le fait que si on montre qu'un engagement ferme à un moment donné a été apporté à mener les travaux, on va pouvoir prendre en compte quand même toutes les dépenses réalisées à partir de cet engagement ferme. Donc, on n'est pas bloqué non plus sur la signature du contrat d'application. OK. Alors, une question qui va peut-être dans ce sens-là aussi. Alors, une entreprise, nous clôturons l'année fiscale en septembre 2022. Pouvons-nous bénéficier du SICO sur l'année fiscale 2021-2022 ? Alors, il n'y a pas d'année fiscale. Pour les crédits d'impôt, c'est des années civiles. Il n'y a en théorie pas d'année fiscale glissante. Donc, bien évidemment, les entreprises ont des exercices fiscaux, mais pas les crédits d'impôt. Donc, ne seront éligibles que les dépenses qui ont été réalisées en 2022. Ouais. Et facturées. Et facturées. Et facturées. Et facturées, c'est le mot principal. Tout à fait. Alors, une autre question aussi, un petit peu dans le cadre d'un groupe d'entreprises. Si une entité est dédiée aux activités de R&D, peut-elle être agréée au RDC ? Alors là, a priori, je dirais non, mais… Non. Puisqu'en fait, non. Surtout, il n'y a aucune indépendance vis-à-vis de l'entreprise. Donc, non. Dans un groupe. Et la part d'activité économique, je doute qu'elle soit inférieure à 20%. Ouais. Donc, dans ce cas-là, non. Non. Alors, je reprends un petit peu les questions. Excusez-moi. Parce que j'avais une question, mais qu'on a déjà répondu sur les personnels en fait des filiales. Alors attendez, j'avais trouvé. Attendez, excusez-moi, je parcours quelques questions parce que il y avait une question que j'avais trouvée intéressante sur la partie partage en fait des résultats. Excusez-moi. Alors il y a celle-ci sur intéressante. Dans le cadre des plans de relance maintien de l'emploi R&D, qui sont des contrats collaboratifs, peuvent-ils entrer dans une déclaration SICO pour l'entreprise, pour les contrats signés en 2022 ? Alors là, on va être… je ne m'avance pas, puisqu'en fait, le plan de relance maintien de l'emploi R&D étant déjà une aide d'État versée en fait, aux établissements consentis en fait, derrière aux entreprises, sur lequel, vous savez, sur le crédit d'impôt recherche, c'était déjà pas éligible. Donc, Christine, peut-être… Oui, non, mais je confirme, on ne cumule pas les aides. Voilà. Donc, je pense que pour bien expliquer la question, je pense que la partie que l'entreprise verse à l'établissement qui est liée en fait à la part salariale, attention, parce que s'il y a une part de R&D, vraiment l'identification sur la ligne liée en fait à la part salariale, elle n'était pas éligible au CIR, donc à mon sens, elle n'est pas éligible au SICO non plus. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. J'essaye de retrouver la question. Alors peut-être le temps de rechercher une autre question sur dans quelle catégorie d'établissement un établissement public de santé CHU doit s'identifier dans le formulaire de l'agrément. Dans autre entité de France. On va aller vérifier ces activités économiques. En fait, dans les 3 catégories, Estelle l'a dit tout à l'heure, mais c'est peut-être pas mal de le redire. La première catégorie, EPST, EPCP et autres PA, en fait, ils sont reconnus comme ayant pas une activité économique excédant les 20%. Et tous les autres, vont renseigner un questionnaire général qui sera examiné par l'ANI. D'accord. Merci beaucoup, Christine. Alors, j'ai retrouvé ma question, en fait, sur pouvez-vous éclaircir la notion de partage de résultats dans le cadre du SICO en matière de propriété intellectuelle, organisation RDC, entreprise, sur la notion du brevet licence. Alors, peut-être, Estelle, on en avait échangé ensemble. Je prolonge aussi la question posée. On peut avoir dans des contrats de R&D la notion, en fait,
de la partage en effet des résultats, la question de la propriété intellectuelle sur brevet licence. Et qu'en est-il si on fait un engagement de cession en lendemain du dépôt et naturellement en fonction du montant de cet engagement de cession? Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a bien un partage des résultats, mais qu'on pourrait avoir un engagement de cession dès le lendemain en fait, du dépôt. Voilà. Est-ce que c'est toujours considéré comme un partage de résultats, même s'il y a un engagement de cession? Voilà. Alors, le principe de base, c'est que les résultats doivent être en copropriété. Donc, les ORDC ont le droit d'être reconnus comme copropriétaires. Ils doivent apparaître sur les dépôts de brevets et ils ont un droit à exploitation ou un droit à rétribution si l'entreprise exploite. Donc, sur la cession, oui, c'est possible de céder, mais ça va dépendre du prix de cession. Si en fait, vous cédez les titres pour rien, en fait, c'est complètement fictif. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui est totalement propriétaire des droits et des résultats. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que le prix de cession reflète la contribution de l'ORDC dans le projet de recherche? Exactement. Alors, je crois qu'on y a répondu, mais peut-être pour repréciser, prenons le cas d'une filiale de Valo qui agit pour le compte d'un ORDC. L'implication du personnel salarié de la filiale et intégré totalement dans le laboratoire de recherche de l'ORDC est-il considéré dans les dépenses éligibles SICO? Je pense qu'il y a celle que tu as… Mais c'est la même question. c'est la même question, on est bien d'accord. Hein. Oui, pour moi, c'est la même question. On est plutôt pour le considérer comme tel. Mais en fait, il faut qu'on se cale vraiment par rapport à ce qui est écrit dans la réglementation européenne. Et donc, il faut qu'on puisse voir si on a vraiment cette possibilité-là. C'est pour ça que je préfère à ce stade dire que ce n'est pas assuré, mais c'est bien l'idée poursuivie. Merci Estelle de cette reprécision. Le BOFI précisera-t-il la notion de coût de revient, notamment pour préciser si les coûts d'environnement sont à intégrer? Oui, le BOFI précisera le coût de revient puisque ça pose beaucoup de questions et je peux déjà vous dire que les coûts d'environnement rentrent dans la partie éligible, quoi. Merci. Bien sûr, au prorata, si on parle de l'environnement des chercheurs, au prorata du temps qu'ils consacrent au projet, quoi. C'est pas l'environnement total du chercheur. C'est dans le cadre du projet de recherche. Ouais. Alors, une autre question, mais qui a déjà été, je pense qu'on a appris, il y a plein de petites questions, mais pour bénéficier du SICO, le partenaire doit-il être agréé SICO ou CIR? Et CIR, j'allais dire. Hein, mais les deux, en fait, parce que ça s'imbrique. En fait, voilà. Il faut qu'il soit agréé SICO, mais pour pouvoir être agréé SICO, il faut qu'il soit agréé CIR. Voilà. Mais il n'y a pas d'automatisme quand on a c'est une autre question qui est dans la liste. Il n'y a pas d'automatisme quand on a l'agrément CIR. Ça ne nous donne pas automatiquement l'agrément SICO. Il faut bien le demander. Voilà. Alors, les délais d'obtention de l'agrément SICO, personnellement, pour avoir suivi et accompagné quelques-uns de nos établissements, je tiens à dire que c'est très rapide. Hein, alors, au moins pour les accompagnants universités, écoles d'ingénieurs, moi les établissements, le retour que j'ai, c'est le retour du ministère est très rapide. Est-ce que vous me le confirmez? Merci, bien Franck. Oui, alors maintenant, si tout le monde envoie sa demande cette semaine, là, ça va être un peu plus long. Voilà, c'est ça. Et pour ceux qui ont fait leur demande en fait en juillet ou août, j'allais dire, je crois que ça se comptait non pas en heures, mais pratiquement en 1 ou 2 jours. Je crois qu'en fait un établissement a reçu le retour très rapidement, en 2 ou 3 jours. Donc je tiens à le souligner. Alors, juste une petite précision, il nous faut plus de temps quand il faut étudier un formulaire général. Oui, tout à fait, voilà. Voilà. Alors, une autre question. Un dossier technique de justificatif des travaux effectués est-il nécessaire pour le SICO comme pour le CIR? Alors, ça c'est intéressant. On l'a pas écrit encore, ça va venir dans le BOFIP aussi. Le contrat de collaboration, s'il est bien rédigé avec son annexe scientifique, va valoir pour une grande partie du dossier justificatif. Si l'annexe scientifique est mal décrite, alors il faudra décrire les travaux comme pour le CIR dans un document annexe, mais nous, on va essayer d'inviter les entreprises et les laboratoires à avoir un contrat de collaboration hyper détaillé qui serve de dossier justificatif. Ouais, j'y reviens parce que ça, je pense que c'est un point. J'ai plein de collègues aussi des structures de transfert de techno, de valorisation des établissements qui sont connectés ici. Et c'est vrai que tous, vraiment s'attacher à… Et je sais qu'avec les chercheurs, on travaille beaucoup sur ce point-là et avec les partenaires industriels, de pouvoir décrire en fait quel est le projet en fait de R&D, décrire les livrables attendus,
j'allais dire aussi un peu la notion des jalons, des go-no-go, de telle façon plus on pourra alimenter dans le contrat, j'allais dire, c'est aussi un meilleur découpage de projet, un suivi de projet, mais ça sécurise aussi derrière à la fois le crédit d'impôt recherche ou le SICO. Je te rejoins complètement, Christine. Merci de cette précision. Alors, je pose la question. Doit-on comprendre qu'une PME, par exemple, dont l'activité économique est importante et qui se lance dans la R&D, n'y aura pas droit? Alors, je pense... Alors là, il faut clarifier. En fait, une PME, c'est une entreprise. Et si elle collabore avec un organisme de recherche qui est au RDC, qu'elle respecte toutes les conditions, les dépenses que lui aura facturées cet organisme dans le cadre de la collaboration seront éligibles au SICO. En fait, la PME, c'est l'entreprise. Et en fait, l'entité qui doit être agréée, c'est le partenaire avec lequel elle fait de la recherche. Donc la PME ne demande pas d'agrément SICO, c'est son partenaire qui doit être agréé. Exactement, tout à fait. Alors, je regarde par rapport, parce qu'on a déjà répondu à beaucoup de questions. N'hésitez pas, pour ceux qui ont encore, on est encore plus de 200 personnes connectées en parallèle. Je regarde en fait parmi les questions celles sur lesquelles on n'a pas encore répondu. Bon, je prends une question. Avec cette règle des 10%, l'entreprise ne va-t-elle pas avoir tendance à gonfler artificiellement ses coûts internes? Le RDC n'a de surcroît pas de moyen de vérifier les coûts internes de l'entreprise. Après, c'est du déclaratif de toute façon au final. Oui, mais ça, c'est l'objet d'une négociation en fait entre l'entreprise et l'ORDC. Oui, dans l'absolu, l'ORDC ne peut pas vérifier la réalité des coûts que l'entreprise apporte, mais enfin, elle doit justifier ses coûts comme l'ORDC. Il faut que ce soit des coûts admissibles. Donc, de la même façon que l'ORDC ne facture pas un forfait, l'entreprise ne peut pas afficher un montant brut comme ça sans justification. Donc, il y a un minimum d'explications à apporter. Et puis après, effectivement, l'entreprise peut avoir intérêt à gonfler ses dépenses internes pour réduire la facture, puisqu'il y a cette règle de 10% qui s'applique. Enfin, après, l'ORDC alors n'aura plus intérêt à la collaboration. C'est qu'est-ce qu'on cherche ensemble? Je veux dire, il y a un objectif défini en commun. Donc, c'est ça le fondement de la relation. Le fondement, c'est pas obtenir du SICO, c'est pouvoir le faire à un prix correct et avec une incitation, puisqu'on donne cette incitation fiscale. Ouais. Alors, peut-être pour prolonger, je recherche, pardon, excusez-moi, j'avais la question en fait des justificatifs. J'essaie de retrouver la question parce que je trouvais qu'elle était cohérente, excusez-moi. Ah oui, alors tiens, sera-t-il possible pour l'entreprise de demander un rescrit SICO comme le rescrit pour le CIR? Le rescrit, il existe aussi pour le SICO? Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà, on les attend. Ok, super. Le rescrit SICO, on va pouvoir le recevoir à partir de novembre-décembre. C'est 6 mois en théorie avant le dépôt de l'alias fiscale pour les entreprises. Donc, certaines pourront déposer des rescrits dès l'automne. Donc, toujours auprès des DRARI de la région concernée par l'implantation de l'entreprise? C'est ça. D'accord, ok, très bien. Ou leur centre des impôts. Non, de quoi on parle là? Les rescrits SICO. C'est auprès des DRARI? Ah oui. C'est les DRARI ou l'administration fiscale. L'administration fiscale. A le choix entre les deux. D'accord. Juste, moi, j'ai vu passer une petite question. Alors, ce n'est pas sur le fond, c'est plutôt sur la suite des échanges, sur les questions ultérieures, etc. Peut-être qu'on peut préciser, Franck, le process. Oui, alors je pense parce qu'il reste encore quelques petites questions. On peut garder encore 5 minutes. Après, l'objectif n'est pas de garder tout le monde jusqu'à 10 heures, sauf s'il reste beaucoup encore de questions. Mais on a, je pense, en fait, répondu à plusieurs questions. Il y en a encore une ou deux là que je vais retenir. Oui, je tiens à dire que donc, le document qui a été présenté ici ne sera pas envoyé. Par contre, toutes les personnes connectées pourront en fait accéder au replay. Et vous allez recevoir le lien pour accéder au replay. Donc voilà, donc les 430 personnes en fait qui étaient connectées auront accès au replay et pourront aussi accéder en fait via le site internet d'ESSAD, je pense, au moins de Ouest Valorisation, en fait au replay pour celles qui n'étaient pas inscrites. Voilà.
J'ai une question. Une entreprise étrangère danoise est prête à financer un postdoc que j'encadrerai au sein du laboratoire. Peut-elle prétendre au SICO? Et non. J'allais dire, l'entreprise doit avoir en fait un siège de R&D en France. On est bien d'accord, Estelle et Christine? Il faut que l'entreprise soit imposée en France. Voilà, imposée en France. Alors, pour les grandes entreprises au plafond du CIR, le seul intérêt du SICO est donc de profiter d'un taux légèrement supérieur pour les dépenses qui y sont éligibles? Ça, c'est à l'entreprise de répondre, je vais dire. Mais effectivement, alors après, tout dépend de ce que vous faites entrer dans l'assiette en dessous du plafond. Mais pour les grandes entreprises, il y a un taux supérieur et après, ça reste plafonné, quoi. Moi, je ne fais pas l'optimisation fiscale de l'entreprise. Des entreprises. Alors, j'ai une question sur les centres techniques. Les centres techniques pourront-ils être agréés SICO s'ils respectent les critères? Dans quelle catégorie sont-ils rattachés? Alors, les centres techniques, ils sont dans le cas des autres entités. Donc, s'ils ont un agrément CIR, qu'ils formulent leur demande et que l'analyse d'un formulaire général permet de les qualifier comme ORDC, ils sont agréés SICO, mais ils doivent remplir un formulaire général. Ils ne sont pas qualifiés d'office. De toute façon, personne n'est agréé d'office au SICO. Et en tout cas, il faut remplir un formulaire général. D'accord. Alors, et donc, c'est une analyse au cas par cas. En fait, il n'y a pas d'analyse en termes de type de structure. On a juste une grande segmentation au départ entre certains établissements publics parce qu'on a une garantie d'indépendance sur les activités et une garantie au vu de leur mode de financement sur le faible part d'activité économique. Donc, c'est pour ça que le questionnaire est simplifié. Pour toutes les autres, en fait, on regarde cas à cas. Et donc, on pourrait très bien avoir des centres techniques agréés et d'autres qui ne le font pas. D'accord. Alors, j'ai une question. Je regarde, parce qu'il y a plein de petites questions. Moi, ce que je vous propose... Alors, attendez... Alors, je pose la question. Bonjour. Si le projet est éligible, doit être en collaboration, comment un EPST ou EPSCP va pouvoir engager des ressources sans être financé par une aide collaborative? Cela veut dire que les seuls projets financés par les aides seront factuellement acceptés. Alors, j'avoue que... je suis désolée, je ne comprends pas la question. Ouais, en fait. Pour moi, en fait, si je comprends bien... on n'est pas ici sur de la subvention publique de financement de R&D, on est bien sur du contrat, j'allais dire en B2B, signé entre une entreprise en fait et on va dire un EPSCT, un organisme en fait de recherche. Donc à partir de là, c'est de la collaboration directe. J'ai repris la question parce que pour bien dissocier, on n'est pas dans de la subvention publique ici. Dans le sens où on n'est pas sur un projet collaboratif en fait subventionné par un organisme de type ANR ou projet européen. Oui, on est sur, en fait, c'est une dépense fiscale, c'est un crédit d'impôt. Petite question, faut-il attendre d'avoir la réponse suite à l'agrément, la demande d'agrément CIR pour demander l'agrément SICO? Alors, il faut, pour pouvoir... je te laisse la parole, Christine. Si vous n'avez pas votre agrément CIR au moment où vous demandez l'agrément SICO, on le fera dans le même mouvement. D'accord. On gérera les deux ensemble. Et j'ai la question qui est posée aussi, c'est la date pour 2022, c'est le 30 septembre, date limite. Et on pose la question, est-ce qu'elle est stricte? Oui. C'est Estelle qui répond ça. Oui, c'est écrit dans le décret d'application. Oui, elle est stricte, oui. Elle est stricte, voilà. Et pour 2023, Estelle, ça va se passer comment? Pour ceux qui n'auront pas fait éventuellement cette année, en fait, il faut attendre le 1er janvier 2023 pour pouvoir déposer un dossier? Alors oui, parce que en fait, de toute façon, je pense que sur la charge de travail avec la gestion des agréments 2022, en fait, objectivement, je pense qu'on ne va pas pouvoir traiter les agréments 2023. En fait, il faut qu'ils soient disposés au cours de l'année pour laquelle on va demander
l'éligibilité, l'agrément. Donc, c'est à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 mars 2023 pour faire la demande. Okay. Et l'agrément sera accordé et valable à partir du 1er janvier 2023. Si c'est une demande de renouvellement, vous avez été agréé en 2022 et alors non. Si, on a des entités qui n'ont eu que 2022. Oui, parce que leur agrément CIR expire à la fin d'année ou ce genre de choses. La demande de renouvellement doit être formulée avant la fin de l'année d'expiration. D'accord. Ouais. Écoutez, il reste quelques petites questions, mais je pense qu'on a répondu en fait à la majorité en fait des questions, sauf si Christine et Estelle, dans le fil en fait des questions que l'on a ici, vous souhaitez réintervenir précisément sur une question. Je pense qu'on a quand même répondu à la plupart des questions. Je reparcours. Alors, ouais, bon, je pose quand même la question, j'en ai une. Quid des sommes facturées par EPCT si la dépense éligible-SICO est remise en cause en cas de contrôle fiscal? Les sommes devront-elles être remboursées? On est bien d'accord que ça relève en fait du régime fiscal et de la responsabilité fiscale en fait du partenaire socio-économique de l'entreprise. On est d'accord. On est d'accord. Écoutez, je tiens… En fait, une petite précision là-dessus. Si c'est aussi compliqué le SICO, c'est parce qu'on, vous l'avez compris, on a beaucoup de contraintes fixées par la réglementation européenne. En fait, c'est ce qui se passe là dans le cadre du SICO, c'est qu'on est dans une collaboration de recherche. Donc, il y a une aide qui est à l'entreprise, c'est pour ça qu'on est dans un régime d'aide d'État. Mais comme on est dans une collaboration de recherche avec un organisme qui est qualifié d'ORDC, en fait, il n'y a pas de transmission de l'aide, il n'y a pas une aide indirecte à l'ORDC. Justement, on sort du cas où on était avec le doublement pour la sous-traitance. Donc, en fait, on est sur des activités qui sont considérées comme non économiques. Et donc il n'y a pas de, on considère qu'il n'y a pas d'aide versée à l'ORDC. Très bien. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de clôturer ici ce webinaire. Je veux vraiment, sincèrement remercier en fait Estelle, Christine pour l'intervention, réponse à toutes ces questions, à l'ensemble des personnes en fait qui se sont connectées. Je tiens à préciser, donc je le redis, le document, le support ne sera pas présenté. Par contre, le replay sera accessible à l'ensemble des personnes. Vous avez donc le prochain webinaire organisé par le réseau Curie avec le ministère le 6 octobre de 9h à 11h. Les premiers emails ont commencé à circuler par le réseau Curie pour vous inscrire. N'hésitez pas à revenir via le réseau Curie pour vous inscrire. Et de la même façon, eh bien, l'ensemble des SAT et en particulier donc Connectus, Aquitaine Transfert, Ouest Valorisation, vous avez nos adresses email ici. On est à votre écoute pour répondre à la fois donc aux chercheurs de nos périmètres, établissements de nos périmètres, et puis naturellement donc à l'ensemble des partenaires socio-économiques, industriels qui sont présents ce matin. Merci à tous. Au plaisir de vous retrouver sur nos prochains webinaires Ouest Valorisation et puis souvent en commun avec Aquitaine Transfert, Connectus et le réseau des SAT. Et je vous dis à très bientôt et merci à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.